Alors comment vous vous sentez 30 ans, jour pour jour, après ce drame? Comment, vous vivez cette journée? 10 ans, 20 ans, on les a entre guillemets «commémorés», pas fêtés j'allais dire, mais commémorés. Mais 30 ans est bien plus profond puisque ça renvoie Caroline, Antoine avec 30 ans de plus, en imaginant ce qu'ils feraient aujourd'hui et ça ce sont des images qui me viennent régulièrement en me disant: «Tiens maintenant ils auraient tel âge, ils feraient quoi? Ils auraient connu mes enfants, les enfants de mon frère, on aurait vécu des moments, intéressants, intenses, à un âge qui pour eux était un âge adulte. Donc c'est des choses qu'on ne connaîtra jamais et maintenant effectivement me viennent à l'esprit tout d'abord ces choses-là. Ensuite, bien évidemment, en face de cela, ces romans, ce qui m'est insupportable, c'est surtout le fait de le savoir pouvoir faire ce qu'il veut, être libre, et alors qu'il demeure pour moi un mythomane et un malade. On va revenir à une date importante, non pas celle du 9 ou du 10 janvier, mais celle du 11 janvier, le jour où vous avez tout appris, vous avez tout découvert. Vous vous souvenez de ce moment? Je l'apprends à 4 heures du matin, 5 heures du matin, un lundi matin, on m'appelle à la maison, on me réveille et c'est un ami de ma sœur, Jacques Cotin, qui était l'un des premiers sur les lieux, un pharmacien qui avait fait ses études avec elle, qui m'appelle et qui me dit voilà, il y a un drame qui s'est passé chez les Romans. Florence et les petits sont morts. Il y a eu un incendie, mais fort heureusement, Jean-Claude n'est pas mort. Voilà les premiers mots que l'on me dit au téléphone. Donc effectivement, sur le coup, on n'arrive pas à y croire. C'est trop brutal pour pouvoir y croire, sachant que nous les avions vus le Noël avant, donc une semaine avant. Donc c'est tellement proche le moment où nous nous avions rencontrés qu'il est très difficile d'imaginer que ce drame ait pu arriver. Et puis ensuite, on se raccroche, moi je me raccroche à une chose, c'est que Jean-Claude est en vie, fort heureusement. Et tout de suite, je me dis, ça va être un désastre quand il va l'apprendre que sa femme et ses enfants sont morts. Immédiatement, je décide de remonter dans la région. J'étais dans les Hautes-Pyrénées à ce moment-là. Et je l'apprends à un feu sur France Info, puisqu'il y avait un spot toutes les heures qui expliquait ce drame. Et puis à un moment donné, on apprend qu'en fait, ce n'est pas un drame accidentel, que ce serait Jean-Claude Roman qui a tué sa famille, et que c'est un imposteur et qu'il n'est pas médecin. Là, je me dis, non, il se trompe complètement, c'est pas possible, il y a une erreur quelque part, quoi. Vu de l'extérieur, on se demande toujours comment vous n'avez rien soupçonné. Ça paraît assez fou. Il est vrai que de l'extérieur, on peut nous penser naïfs, on peut nous penser superficiels, mais Roman est quelqu'un d'intelligent qui, pendant 18 ans, a menti. C'est pas mentir pour une semaine, ou 3 semaines, ou un mois, c'est 18 ans de mensonges, avec en plus un contexte familial tel que c'était un cousin par alliance, qu'on connaissait depuis toujours. Donc à des fêtes de famille, à 12 ans, 14 ans, il était présent. Donc c'est quelqu'un qu'on connaissait depuis très longtemps, ses parents aussi, donc il y a un contexte historique qui ne pouvait pas nous pousser à mettre en doute ce que faisait Roman, avec ensuite un personnage qu'il a construit, qu'il s'est construit, du fait de sa mythomanie, excessivement bien ficelé. Son mensonge, c'est un emploi à plein temps. Je pense qu'il écrivait son scénario. Il se disait aujourd'hui, pour demain, je vais écrire ce scénario-là, je vais construire mon scénario. Et je pense que c'était une écriture de film permanente. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est au niveau financier. Comment il arrivait à s'en sortir? C'était une partie du scénario de son film. Pour vivre, il faut de l'argent. Comment faire pour avoir de l'argent? Soit je travaille et à ce moment-là j'ai un salaire, soit je ne travaille pas, j'essaye d'en trouver là où il y en a. Donc il en a trouvé là où il y en avait, en l'occurrence auprès de ses parents, puisqu'il avait la main sur les comptes de ses parents, des coupes de bois, et puis ensuite il a usé de stratagèmes pour, notamment auprès d'un oncle qui avait un cancer, lui faire croire qu'il pouvait lui trouver un médicament plus ou moins miracle, moyennant finance. Donc on voit le côté machiavélique de la personne, mais qui est jusqu'au boutiste pour arriver à ses fins et avoir de l'argent. Proposer des placements, comme son job était en Suisse, en disant, compte tenu
de mon statut de travailleur à l'OMS, je peux vous permettre d'avoir des placements intéressants à 16%. Donc avec son paraître un peu bonhomme comme ça inspirant une confiance totale, comme à la pêche, il mettait un appât au bout de l'hameçon, il attendait que les poissons arrivent. Donc le fait de dire je peux placer de l'argent en Suisse si ça vous intéresse, même pas si ça vous intéresse, il laissait les gens un petit peu attendre, réfléchir, et puis ensuite, par l'intermédiaire peut-être de ma sœur, à qui on allait en discuter avec elle, on aboutissait forcément à ce que lui voulait, c'est-à-dire placer de l'argent en Suisse, dans des faux comptes bien sûr, et à ce moment-là, cet argent-là, il le récupérait. Et quand je dis que ma sœur, elle était manipulée, forcément, parce qu'elle était, elle, en premier lieu, en première place dans ce système-là, dans ce scénario-là, du fait de ce côté narcissique pervers, il l'a totalement modelée, ce qui fait qu'elle était totalement acquise à sa cause, et que dès qu'il émettait la moindre idée ou disant tiens, je pourrais avoir des placements en Suisse, c'était un bon canal, je pense, ma sœur, pour pouvoir, entre guillemets, lui faire de la pub, quoi. Est-ce que vous pensez que votre sœur avait compris qui était Jean-Claude Roman juste avant de mourir? Je l'ai dit maintes et maintes fois, mais en décembre 1992, ma sœur savait qui était Jean-Claude Roman et qu'il n'était pas l'homme qu'elle pensait aimer. Et qu'il n'a jamais été l'homme qu'elle pensait aimer. Et je pense que ça a été un effondrement qui s'est vu lors du Noël 1992 qu'on a passé ensemble chez eux, puisqu'elle était triste, elle n'avait pas le même entrain d'habitude. De toute façon, le geste de Roman et l'assassinat de ma sœur avec 6 coups de rouleau à pâtisserie, et ma sœur, qui semble-t-il s'est protégée à la tête parce que ses doigts ont été en partie écrasés, prouve qu'il y a eu un fait déclencheur ce vendredi soir. Le regard de ma sœur a dû lui renvoyer le fait qu'il n'était rien et que sa coquille était vide, et un mythomane n'aime pas ça. Un mythomane ne se détruira pas, mais il n'aime pas du tout être découvert. Donc Jean-Claude Roman a été condamné en 1996 à perpétuité, mais au bout de la peine de sûreté de 22 ans, un petit peu plus, même 23 ans, il a pu être relâché. Ça a été une période particulièrement douloureuse pour vous. Quelque part, j'ai un peu honte de la justice française, alors que le dossier est lourd quand même. C'est 5 assassinats, plus un personnage mythomane, pervers, narcissique, dont la personnalité a très peu évolué, c'est écrit noir sur blanc. Sur le rapport qui est donné par la cour d'appel de Bourges, et c'est cette phrase-là qui m'a choqué, et que moi, qui me fait un peu quand même douter de la crédibilité de cette cour d'appel, qui a écrit noir sur blanc que le projet ainsi présenté paraît viable. Alors quand le projet présenté paraît viable et qu'elle concerne Jean-Claude Roman, et que c'est sur ce mot-là qu'on va accepter sa remise en liberté conditionnelle, je trouve ça un peu léger. Et j'espère que le président de l'époque et son procureur, l'avocat général qui siège à ce moment-là, vont m'entendre et que l'écho de ma voix leur réveillera peut-être chez eux un certain sentiment d'avoir un petit peu expédié rapidement ce jugement-là. Parce qu'en 3 mois, inverser totalement la tendance avec très peu d'éléments explicatifs, nous, partie civile et victimes, ça nous laisse quand même un goût amer dans la bouche. Est-ce que vous pensez que Jean-Claude Roman est toujours dangereux? Pour moi, il reste dangereux, oui. Tant qu'on lui renverra l'image qu'il veut bien, qu'il apprécie avoir de lui, je pense que tout baigne. C'est-à-dire c'est ce qu'il a reconstruit en prison, ce qu'il a reconstruit à Fongombo. En plus, ça lui permet de vivre correctement. Mais
personne ne peut dire si à un moment donné ça ne va pas exploser, ça ne va pas éclater, puisque ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports d'expertise qui disent qu'il n'a pas changé. Il n'y a pas eu de décompensation. Alors que certains experts psychiatriques annonçaient qu'il serait salvateur pour lui d'avoir cette décompensation. Il n'y a pas eu décompensation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il explose, quoi. Je pense que tout être humain normalement constitué, après avoir assassiné 5 personnes, se regarde dans la glace et se dit ai-je le droit, 1, de demander une remise de peine, 2, de faire appel si on me la refuse. Je pense qu'à un moment donné, il y a une certaine prise de conscience que tout un chacun aurait. Lui ne l'a pas. Donc ce qui pose question. Comment on arrive à vivre, à se construire pendant 30 ans avec cette affaire sur les épaules? Premièrement, nous n'avons pas le choix. Deuxièmement, nous avons une vie qui continue. Sans les défunts, mais elle continue. Fort heureusement. Mais ce n'est pas pour autant qu'on oublie et c'est présent tout le temps. Il y a un réel manque permanent, mais avec lequel il faut apprendre à vivre. Alors, je ne vous parle même pas de ma maman qui, elle, a perdu non seulement son mari, mais sa fille et ses petits-enfants, et qui ne s'en est jamais remis, ça c'est clair. Elle a toujours été plus tournée vers ce manque permanent que vers une vie qui aurait pu être un petit peu moins triste, quoi. C'était toujours tourné vers ses départs, vers ses défunts. Et 30 ans, c'est long, hein, dans ces conditions-là.